Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les chefs d'État africains se réunissent ce week-end à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine, sommet au cours duquel un nouveau président de la Commission devrait être élu. Un sommet qui s'ouvre dans un contexte marqué par une montée des tensions sécuritaires et une série de crises politiques. Chaque année, l'Afrique perd 18 milliards de dollars à cause des conflits, selon le président kényan William Ruto. Un chiffre alarmant qui illustre l'un des défis majeurs auxquels doit faire face l'Union africaine. Retour ce soir sur les enjeux, ce 38e sommet de l'Union africaine avec Zakaria Bouddahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, chère Madame Mariam, avec plaisir aussi. Alors, on va revenir sur les enjeux de ce sommet et de cette rencontre entre les chefs d'État ce week-end, donc le 15 et 16. Si je ne me trompe. Absolument. Au lendemain de la Saint-Valentin. Absolument. Que nous fêtons aujourd'hui. Bonne fête d'ailleurs. Merci. Bonne fête aux téléspectateurs. Et là, on revient à un sujet plus ou moins sérieux. Donc, oui. Des enjeux et des enjeux multiples, importants, sécuritaires, plusieurs conflits qui ont explosé donc, sur les dernières années. Donc une prise de contrôle de certaines armées aussi dans certains pays. Plusieurs défis, j'imagine, pour Tout à fait. C'est pratiquement la même chose pour tous les sommets au niveau de l'Union africaine. À chaque fois, on déclare, on programme énormément de choses. Malheureusement, comparativement à d'autres continents, c'est le continent africain qui compte le plus de régions chrysogènes, comme on dit, potentiellement en déflagration. Le séparatisme et ainsi de suite, mais officiellement dans l'agenda, il est question de traiter d'un certain nombre d'urgences, comme la question soudanaise, depuis plus de 2 années, ou presque, un conflit entre des Soudanais eux-mêmes. Donc c'est quasiment une sorte de guerre civile, mais dans les catégories du droit international humanitaire, on le qualifie d'un conflit non international armé, ou armé non international. La RDC, République démocratique du Congo, et avec les accusations proférées contre le mouvement 23, M23, qui, selon les Congolais, est instigé par le Rwanda, mais jamais l'Union africaine n'a officiellement condamné ou accusé le Rwanda, ni même d'ailleurs le Conseil de sécurité réuni en urgence, en traite de la situation au Sahel, puisque malheureusement il y a encore des risques et des menaces proférées par des groupes dits terroristes, ainsi que d'autres questions ou des urgences. Mais il y a également la question du renouvellement des instances, notamment l'enjeu, c'est par rapport à la désignation du successeur de M. Faki, Moussa Faki, le Tchadien, président de la Commission africaine. Il est question aussi du Conseil de paix et de sécurité de renouveler une partie de ses membres, une élection d'ailleurs. Il y a 2 jours, on a assisté à un échec cuisant des diplomaties algériennes pour briguer un poste au sein de ce Conseil très important. Mais il y a également la question de la vice-présidente, et je crois la vice-présidence, de la présidence africaine. Probablement, je pense que le Maroc est aussi en lice, nous y reviendrons probablement, mais également désigner un président. Et là, c'est le principe de la rotation et de la représentativité géographique. Avec aussi une Afrique qui a besoin de beaucoup de choses pour s'extraire des pesanteurs du sous-développement. On peut parler de l'énergie, on peut parler de la sécurité alimentaire, des menaces transnationales, du cyberespace, du système mondial, le retour de Trump et quel impact sur le continent africain. Beaucoup de choses au menu de ce sommet, ces 2 jours. Est-ce qu'on pourra traiter tous ces sujets-là? On ne sait pas, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des avancées dans les 2 jours qui viennent. Vous l'avez dit, plusieurs crises au niveau du Soudan, de la RDC, la sécurité au Sahel également. Absolument. Donc, par rapport au mouvement séparatiste, quelles sont les attentes de ce sommet actuellement? D'abord, une fois les structures remises sur pied, il faudra s'attaquer quand même à des urgences. Et moi, je crois que sur le plan économique, il est aussi intéressant de rappeler que la zone de libre-échange continentale africaine a été considérée comme l'une des questions majeures qu'il faudra traiter, notamment pour aller dans des questions techniques comme les règles d'origine, comme cela est au niveau de l'agenda même de l'Union africaine, dans les documents qui sont disponibles, qu'on pourrait consulter directement à partir du site de cette organisation
continentale. Vous savez, Madame Khamlichi, il y a aussi des pays qui sont suspendus. Le Mali, Burkina Faso, le Niger, le Soudan, parce qu'il connaît une situation d'instabilité assez grave. Je crois aussi que même au niveau de la Guinée-Conakry, tout court la Guinée, parce qu'on avait considéré que les changements qui y ont cours n'étaient pas constitutionnels, je pense même le Gabon, plus ou moins. Donc, à partir de cela, on pourrait peut-être passer à autre chose. Mais moi, le paradoxe que je remarque, c'est qu'on lève la barre très haut, mais en réalité, effectivement, et d'ailleurs c'est le plaidoyer marocain, les structures de l'Union africaine ne sont pas adaptées aux ambitions affichées. Et donc, parfois, on note une sorte de déphasage, de hiatus, entre, comme on le dit en littérature, la noblesse des mots et la roture des comportements. C'est cela. Mais les facteurs d'instabilité, les crises, je pense, qui caractérisent un certain nombre de régions ou de pays, vont être considérés comme l'une des priorités. Et par la suite, on pourrait passer à autre chose. Alors, tous les beaux discours, la jeunesse inclusive, la participation de la femme, et ainsi de suite, développement durable, changement climatique aujourd'hui, c'est aussi une chose très, très sérieuse. Dans ce contexte multidimensionnel, on va dire, quel rôle joue déjà le Maroc et peut encore jouer davantage dans la contribution justement à la résolution des conflits? Le Maroc est sur plusieurs fronts. Depuis son retour, maintenant 8 ans, il a fait ce que d'autres n'ont pas fait durant peut-être 50 ans, parce que la date de l'Union africaine, ça remonte à 63. Alors, prenons un certain nombre de points essentiels. Par exemple, on prend la question migratoire. Déjà, le Maroc, dès 2018, en la personne de Sa Majesté le Roi, a reçu le statut de leader de la migration au sein de l'Union africaine. Et son plaidoyer, c'est considérer la migration comme étant un mouvement d'abord naturel, démographique, humain, mais en même temps comme source de valeur ajoutée. De richesse et une opportunité. Richesse, opportunité, mais il faut tout simplement faire en sorte que les pays coopèrent activement en vue de créer une atmosphère positive pour traiter de la question de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été choisi à Marrakech en décembre 2018 pour conclure le pacte mondial sur les migrations dites ordonnées, régulières et ordonnées. C'est important, parrainé par l'ONU, il ne faut pas l'oublier. Je pourrais aussi dire que par rapport à l'action climatique, et ça me rappelle un message royal qui a été adressé en 2024 au président du Parlement, plus particulièrement le président de la Chambre des représentants, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création du Parlement, c'est la justice climatique au sein de l'Union africaine et de l'Afrique. Quand on sait que, parallèlement à la COP 22, il y a eu une mini-COP, comme on dit, africaine, adaptée à des pays qui connaissent des situations particulières en termes de vulnérabilité climatique, comme les îles, les pays sahélo-sahariens, comme également les pays qui lornent des lacs, comme le lac du Congo. Et je pense que c'était le Congo-Brazzaville qui lead aussi cette partie de la COP, mini-COP que Sa Majesté avait lancée. Il y a d'autres choses importantes. Au niveau de l'Union africaine, le Maroc joint la parole à l'action, ou l'action à la parole. On peut parler de la coopération sud-sud, dont il est l'un des experts les plus reconnus au niveau international. N'oublions pas que le Maroc est un premier investisseur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, deuxième après la Chine au niveau continental. Ce qui fait que toute cette diplomatie verte au niveau de l'agriculture, l'adaptation de l'agriculture africaine, la question du gazoduc, le désenclavement, l'optimisation, etc., les pêches maritimes, la gestion des océans, l'économie bleue, énormément de choses. Mais je voudrais aussi rappeler une chose importante. Dès le départ, le Maroc a plaidé pour une refondation des structures de l'Union africaine afin que ces structures puissent mieux embrayer sur la réalité, correspondre aux réalités, avec plus d'inclusion, rajeunissement, sinon remodelage au niveau des structures dirigeantes. Donc rajeunissement, méritocratie, plus de représentativité, loin des idéologies handicapantes et des intérêts étriqués et étroits. S'adapter aux besoins du continent, tout simplement, des institutions qui soient adaptées pour pouvoir trouver des solutions qui soient africaines, sans oublier le rôle, bien évidemment, au niveau de la sécurité et de la stabilisation de la région du Sahel que joue aujourd'hui le Maroc. Pour conclure, on va quand même aller sur ce volet économique parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Donc, au niveau de l'économie, le continent qui doit penser une stratégie pour un développement inclusif et durable, et la ZLECAf peut jouer un rôle en renforçant justement ces échanges intra-africains.
Rapidement, Madame Khamlichi, le Maroc, c'est aussi un médiateur, contributeur au niveau des opérations de maintien de la paix, même s'il dit officiellement qu'il ne fait pas de la médiation classique, c'est un facilitateur, la crise libyenne, etc. Nous participions à plusieurs opérations de maintien de la paix. Je peux citer la République centrafricaine, je peux citer la RDC, je peux citer même la Côte d'Ivoire. Dans le temps, et Sa Majesté joue un rôle très important en matière de pacification. Et d'ailleurs, le Mali en sait quelque chose, il contribue activement, même à travers une diplomatie humanitaire très avérée. Par rapport à la ZLECAf, il est vrai que quand on voit malheureusement les pourcentages de participation de l'Afrique au niveau du commerce international, c'est très dérisoire, c'est très limité. Et donc, ça en dit long sur le commerce intrarégional qui n'est pas très développé, quand bien même nous avons un potentiel énorme, mais les économies sont un peu externalisées, sont un peu excentrées. Un peu à bout de souffle aussi. Hein. À bout de souffle, voilà. Mais il y a des exceptions. On voit très bien que des pays sortent du lot. L'île Maurice même, je peux citer l'île Maurice, ou le Rwanda, ainsi que d'autres. Le Maroc, alhamdoulilah, il progresse chaque année. Regardez le nombre de touristes qui a visité le pays. Nous avons franchi les 17 millions, 4. C'est énorme. Mais ce que nous constatons, de mon point de vue, c'est que les intégrations économiques régionales, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, ne fonctionnent pas à plein régime. Et on voit qu'il y a d'abord le nombre de 8, il ne faut pas l'oublier, mais on va dire des tiraillements, des insuffisances. D'ailleurs, les meilleurs experts en économie, les banques comme la BAD, la Banque africaine de développement, disent que le problème, c'est le manque d'infrastructures. Tous azimuts, routières, ferroviaires, aéroportuaires, etc. Deuxièmement, le caractère excentré du commerce africain, mais également la domination de puissances étrangères qui, malheureusement, ne contribuent pas à faire en sorte que le continent soit résilient. Maintenant, il faut aller mollo. Nous avons cette opportunité de la zone de libre-échange continentale. Il faut définir les modalités techniques, les règles d'origine et j'en passe. Et il n'y a pas d'autre choix que de s'unir, s'intégrer face aux mastodontes de l'économie internationale, face à un monde qui est très turbulent. Renforcer la coopération régionale, que ce soit au niveau économique ou diplomatique et politique. Merci à vous, Monsieur Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous, Madame Mariam. C'était un plaisir de vous avoir pour cette analyse. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.